2 jours après le match nul face à l'Atalanta, l'actualité olympienne est principalement rythmée par les changements dans l'organigramme avec le départ de Stéphane Tessier, le directeur général du club, qui entretenait des relations tendues avec le tandem Longoria-Benassia. On va revenir là-dessus dans l'épisode d'aujourd'hui, en faisant aussi le point sur les pistes Francaise et Fonseca. On parlera aussi de Galtier, d'un intérêt pour Nayef Aguerd, du retour de Bamo Meïté et aussi de la demi-finale des Minots en Gambardella qu'on analysera rapidement puisqu'ils nous ont fait vibrer une fois de plus. De votre côté, pensez-vous que Paulo Fonseca est le coach idéal pour entraîner l'OM la saison prochaine, ou alors avez-vous d'autres noms d'entraîneurs en tête qui vous semblent plus intéressants? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un focus sur l'événement de cet après-midi, un grand moment parce que l'OM est qualifié pour la finale de la Coupe Gambardella après sa victoire contre Reims 2-0 au terme d'un match hyper bien négocié. L'entame de match n'était pas terrible avec beaucoup de déchets techniques, Reims était d'ailleurs plus en vue sur le début de match, mais on ouvre le score contre le cours du jeu, ça part d'un bon mouvement entre Bacola et Sternal. Son centre est contré, mais derrière Bacola récupère entrée de surface, la remise intelligemment à Le Pironec qui nous sort une belle frappe pour mener 1-0. Une ouverture du score qui a libéré les joueurs, qui les a galvanisés. On a pris l'ascendant dans le match en reportant plus de duels et en étant plus entreprenant. Reims se procure une très grosse occasion en touchant le poteau et sur la deuxième tentative sur la même action, ça passe juste au-dessus. Encore une fois, on marque dans le meilleur timing possible parce que sur l'action suivante, Enzo Sternal marque un but magnifique en dribblant tout le monde dans la surface. Les défenseurs rémois s'attendent à ce qu'il mais il tente finalement sa chance avec une finition parfaite qui a surpris tout le monde. Ça fait 2-0 à la pause et on a senti que les Marseillais étaient meilleurs dans la gestion des temps faibles et dans l'aspect mental. En deuxième mi-temps, Reims est bien revenu mais l'équipe a tenu bon sur les temps forts rémois. Ils ont réussi à bien gérer leur avance de 2 buts et au fur et à mesure de la deuxième mi-temps, l'intensité mise par Reims a progressivement diminué. Les Minots seront donc finalistes de Gambardella, 7 ans après la finale perdue contre Montpellier avec la génération des Camara, Perrin, Rokia, Ali Mohamed ou Emravili. Une finale qui se jouera à Lille le 25 mai face à Troyes ou face à Nancy selon leurs résultats. En tout cas, bravo aux Minots qui nous font vibrer cette saison et qui ont l'opportunité d'aller chercher un trophée qui nous fuit depuis 1979. La bonne nouvelle côté infirmerie concerne Bamo Meïté. Pour rappel, il s'est blessé à la cheville pendant la trêve internationale et la plupart des infos prédisaient une fin de saison à coup sûr. Finalement, l'équipe nous dit qu'il est en avance pour son rétablissement et qu'il pourrait rejouer avant la fin de saison. Jean-Louis Gasset a aussi confirmé qu'on allait pouvoir compter sur un effectif plus conséquent avec le retour de suspension de Gigot et le retour de Bamo Meïté. Ça laisse à penser qu'il pourrait être dans le groupe pour le match face à l'Atalanta et c'est une excellente nouvelle si ça se confirme. On passe aux informations sur le futur coach en commençant par un point sur la situation de Francaise qui pourrait avoir des envies de départ comme ça a pu être évoqué par plusieurs médias ces dernières semaines. Le coach lensois s'est exprimé au micro de Prime Video après la victoire face à Lorient. L'occasion pour lui de clarifier son avenir et de confirmer qu'un départ n'était pas dans ses plans contrairement à ce qui a pu parfois être avancé. Il explique qu'il se sent très bien à Lens, qu'il se projette déjà sur l'avenir en travaillant activement sur le projet avec des réunions très fréquentes avec sa cellule de recrutement. Si on en croit sa déclaration, il n'y a aucun doute, il sera toujours le coach du RC Lens la saison prochaine, et on imagine que la direction du club lensois n'a aucune intention de s'en séparer, au vu du bon travail qu'il réalise depuis son arrivée en 2020. Une piste à écarter côté marseillais visiblement, même si tout peut aller très vite dans le foot, son nom ne semblait pas être la piste prioritaire non plus. Personnellement, je trouve que c'est un très bon coach qui fait un bon travail en ayant un rôle essentiel dans le projet lensois, mais à Marseille il y a beaucoup plus de pression, d'exigence, il ne pourrait pas travailler aussi tranquillement à mon sens, pour autant peut-être qu'il s'en sortirait très bien. Paulo Fonseca est constamment cité comme la piste prioritaire de la direction pour succéder à Jean-Louis Gasset avec l'objectif d'avoir un coach qui a déjà fait ses preuves et qui peut être à la tête d'un projet à moyen terme dans un premier temps. Verretou en a dit énormément de bien lors de son entretien pour la Provence il y a quelques jours, on en avait parlé dans le dernier épisode d'ActuOM, mais pour autant son arrivée reste incertaine. On sait pas encore si on sera européen la saison prochaine alors qu'il a de grandes chances de participer à la Ligue des Champions avec le LOSC. En Italie, le média Sky Italia parle d'un intérêt de Milan pour remplacer Stefano Pioli qui est sur le départ. Il n'est pas le seul coach ciblé parce que le média parle aussi de Ruben Amorim, de Van Bommel, de Zerbi ou encore Lopetegui. En conférence de presse d'après-match, Fonseca a confirmé qu'il était uniquement concentré sur sa fin de saison, que son avenir pouvait attendre et a démenti les rumeurs qui disaient qu'il avait récemment rencontré Ibrahimovic, le conseiller sportif du club milanais. À côté de ça, Christophe Galtier a eu l'occasion de s'exprimer sur pas mal de sujets dans un entretien pour l'équipe, et à cette occasion, il a confirmé qu'il avait été approché par la direction marseillaise au moment du départ de Marcelino en septembre. Une offre qu'il a refusée en expliquant que c'était le moment le plus difficile de sa carrière. Sa femme lui avait conseillé d'accepter, mais il a considéré que le timing n'était pas bon, puisqu'il y avait son audience au tribunal et qu'il ne voulait pas associer le club à ça. Il voit ça comme une grande marque de respect pour le club en étant persuadé que la direction marseillaise le voit aussi de cet œil-là. En septembre, les rumeurs expliquaient que la direction avait écarté elle-même la possibilité de faire venir Galtier, mais a priori ce serait lui qui aurait refusé l'approche.
Petite information mercato maintenant qui nous vient de Hakim qui est journaliste pour le site Lion de l'Atlas et que j'ai souvent cité dans les épisodes d'ActuOM par le passé parce qu'il est très fiable. D'après lui, la direction aimerait faire signer Naïef Aguerd cet été, un profil qui plaît particulièrement à Mehdi Benassia qui le connaît parfaitement. Le défenseur marocain est sous contrat avec West Ham jusqu'en juin 2027. Il a joué 28 matchs cette saison en loupant quelques matchs pour blessure. Pour autant, d'après les infos d'Hakim, West Ham ne serait pas fermé à l'idée de le laisser partir, mais je pense qu'ils ne le braderont pas pour autant. Transfermarkt l'évalue à 38 millions d'euros à titre indicatif, il a encore 3 ans de contrat donc je pense que West Ham tentera d'obtenir une belle somme. Perso, l'idée me plaît, c'est un taulier avec le Maroc, il connaît bien la Ligue 1 pour s'être révélé à Dijon et avoir brillé avec Rennes, il a joué l'Europa League, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde aussi. Sur le profil, il a des qualités techniques, j'aime ce qu'il propose dans la solidité défensive, les qualités d'anticipation et aussi dans le domaine aérien. Hakim expliquait à Football Club de Marseille qu'un prêt avec option d'achat ou avec obligation d'achat était possible. Longoria sait négocier ce genre de deal et ça pourrait être la solution pour le faire signer. A voir maintenant s'il y aura des départs en défense centrale, c'est une piste intéressante en tout cas, à voir la faisabilité mais je trouve ça intelligent de cibler ce genre de profil de joueurs qui ont des références et qui apportent des garanties certaines. Concernant Luis Enrique qui sort d'un excellent match comme piston gauche face à l'Atalanta, on a récemment parlé d'une offre de prolongation à laquelle il n'a pas encore donné suite. L'équipe explique que sa femme vient d'accoucher à Marseille et que Luis Enrique ne compterait pas déménager. Côté direction, ils sont très contents d'avoir conservé l'ailier brésilien, qui est très combatif, qui joue avec humilité et qui se met au service du collectif après sa reconversion comme piston gauche. Maintenant, va falloir le prolonger après ses belles promesses, déjà parce qu'il n'aura plus qu'1 an de contrat à la fin de la saison, donc on ne pourra pas en tirer une belle somme si on veut le vendre, et si à l'inverse on veut qu'il fasse partie du projet sur les prochaines saisons, il faut bien sûr le sécuriser. Je trouve qu'il a bien saisi sa chance en étant très volontaire, très impliqué, très travailleur. Gattuso a demandé à le conserver alors qu'il avait beaucoup de prétendants au Brésil, un choix plutôt payant parce qu'il rend de très bons services depuis qu'il est revenu. L'information la plus chaude de ces dernières heures, c'est le départ de Stéphane Tessier en fin de saison, une information confirmée par les différentes sources, que ce soit Foot Mercato, RMC, l'équipe ou la Provence. On parlait dans l'un des derniers épisodes de tensions de plus en plus importantes entre Tessier et le tandem Longoria-Benassia. Le président espagnol aurait même dit une phrase fracassante, je cite « Je sais maintenant qui sont mes ennemis au club, je ne peux plus travailler avec lui ». Pourtant Longoria avait démenti les informations qui parlaient de tensions entre les deux hommes lors d'une conférence de presse en début d'année, en affirmant que Tessier était un homme de confiance, qu'ils étaient très amis au point de partir en vacances au ski ensemble. Enfin bref, il expliquait que les informations servaient surtout à déstabiliser le club et que tout ça n'était pas vraiment fondé. Malgré tout, la polémique du tifo du Classico aurait encore plus cristallisé les tensions. Tessier l'aurait validé sans consulter Longoria. A priori, il a aussi placé plusieurs anciens stéphanois au sein de l'organigramme. Il voulait même placer Karim Fradin à l'OM au moment du départ de Ribalta, et pour le coup, c'était un choix plus que contestable puisque sa gestion à Niort était assez chaotique. Il aurait aussi contacté Sabri Lamouchi pour remplacer Marcelino, et là encore, c'était pas une idée de génie à mon sens, même si Lamouchi n'est pas un mauvais coach. En tout cas, il va quitter le club, l'équipe explique qu'il doit d'abord régler les derniers dossiers sur lesquels il travaillait et trouver un accord sur une indemnité de départ. Le quotidien nous dit qu'il était très ambitieux et qu'il a fini par perdre la lutte de pouvoir avec Longoria. Les deux hommes ne s'adressent quasiment plus la parole, il y avait deux clans qui s'opposaient en interne et McCourt a décidé de trancher lundi lors de la réunion hebdomadaire en visio en actant le départ de Stéphane Tessier, à voir maintenant si on arrivera à se séparer des hommes qu'il a nommés dans l'organigramme. Tessier n'était d'ailleurs pas présent face à l'Atalanta jeudi et ça donne encore plus de crédit à cette information. En dehors des tensions avec Longoria qui sont devenues intenables et qui ont rendu la cohabitation impossible, l'équipe précise que Tessier ne voulait pas de Mehdi Benassia et que les désaccords étaient de plus en plus nombreux au sein de la direction. Au-delà de ça, il aurait aussi eu des problèmes familiaux qui l'ont éloigné du club ces 2 derniers mois. La Provence rappelle que ses pouvoirs avaient été élargis au moment des départs de Ribalta et d'Iriondo. Sa mission consistait à initier des projets, à réorganiser les choses dans l'aspect administratif. Pas mal d'infos disaient qu'il serait potentiellement le successeur de Longoria, mais l'arrivée de Benassia a redonné un gros boost d'énergie à Longoria, qui serait maintenant prêt à entamer un nouveau cycle à ses côtés. Espérons maintenant que son départ apporte un peu de sérénité en interne. Pour réussir nos saisons, c'est important aussi d'avoir une direction unie qui va dans le même sens, sans lutte de pouvoir qui ne nous rend pas service, bien au contraire. Longoria et Benassia pourront sans doute travailler plus sereinement pour entamer ce fameux nouveau cycle et tenter de limiter les erreurs qui ont été faites cette saison. Apparemment, d'après la Provence, Franck McCourt devrait bientôt se rendre à Marseille, peut-être pour acter la refonte de la direction, ou tout simplement pour faire un point sur la saison en face à face avec son président, à qui il accorde toujours toute sa confiance d'après les infos qu'on a pu lire ces dernières heures. En tout cas, apparemment, Tessier à l'OM c'est terminé, et quand on voit les tensions qui ont eu lieu ces dernières semaines, on peut se dire que c'est plutôt une bonne chose.
De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Fonseca dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, je vous invite à aller voir le dernier épisode de Que sont-ils devenus qui est sorti ce samedi midi. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.